Madame Dufour, merci d'avoir accepté notre invitation pour notre média Logos. Aujourd'hui, pour cet entretien, nous allons parler du général de Gaulle sous l'angle précisément de la Ve République. Un sujet, on peut le dire, sur lequel vous avez beaucoup réfléchi et travaillé. Et justement, avant de lancer les premières questions, est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous écoutent, en quelques mots, qui êtes-vous ? Bonjour, alors je suis Frédérique Dufour, je suis historienne. J'ai fait des études à Sciences Po à Paris avant de soutenir une thèse d'histoire, toujours à l'Institut d'études politiques de Paris. Et j'ai passé également l'agrégation d'histoire, donc j'ai eu au début une carrière d'enseignante avant d'être recrutée par la Fondation Charles de Gaulle, dont le siège est rue de Solferino à Paris, où j'ai travaillé pendant une dizaine d'années avant d'exercer diverses fonctions dans le domaine de la politique de mémoire, des lieux de mémoire et aujourd'hui de la culture, puisque je suis en charge de la capitale européenne de la culture qui sera à Esch-sur-Alzette au Luxembourg en 2022. Une question un peu introductive, alors je dis un peu introductive parce que cet entretien il va être, disons, découpé en différentes thématiques et il y a une question qui, je trouve, surplombe toutes les autres, c'est comment vous expliquer qu'aujourd'hui, la partie la plus à gauche de l'échiquier politique, en passant par le centre, et pour aller de la partie la plus à droite de l'échiquier politique, beaucoup se réfèrent au général de Gaulle ou à minima citent le général de Gaulle. Comment vous l'expliquez ? Alors d'abord, c'est vrai qu'on en fait le constat tous, et ce constat est très frappant parce qu'il se dégage une unanimité mémorielle autour du général de Gaulle qui ne reflète pas le personnage qu'il était de son vivant, qui on le verra est un personnage plutôt clivant. Et avec le temps, il est devenu, je pense, une référence, une sorte de mythe fondateur à la fois de la Ve République, mais d'une certaine idée de la France. Et je pense que pour beaucoup d'hommes politiques, il renvoie l'image à la fois de l'honneur, avec cette grande geste du 18 juin 40, mais aussi il renvoie à l'image d'un âge d'or, parce qu'on pense toujours que c'était mieux avant, et donc il est associé à cette période des 30 glorieuses, qu'on associe très rapidement au plein emploi, à la prospérité, à une forme d'optimisme qui aurait disparu depuis lors. Et donc pour les hommes politiques, ils sont sûrs de toucher tout le monde, parce qu'on voit que c'est le personnage le plus populaire, le personnage historique le plus populaire pour les Français. Il leur renvoie cette image de grandeur de la France. C'est une image flatteuse de la France que renvoie le général de Gaulle, mais cette unanimité est extrêmement trompeuse parce qu'elle décrypte mal, elle renvoie mal l'image qu'avait le général de Gaulle. Et notamment, vous avez cité cette récupération qui s'exerce y compris aux extrêmes de l'échiquier politique et qui ressemble quand même un petit peu à l'arnaque du siècle. Alors l'extrême gauche d'une part parce que Charles de Gaulle n'a jamais, même s'il a eu des communistes dans son gouvernement, même s'il a eu une politique envers l'Union soviétique qui était une politique plutôt de conciliation ou de troisième voie, il n'a jamais prôné les thèses du communisme, hein, dont il se méfiait terriblement. Et quant à l'extrême droite, je dirais c'est encore pire, puisque l'extrême droite française, à partir du régime de Vichy, se construit ou se nourrit d'un antigaullisme viscéral, antigaullisme qui est dans les deux branches qui soutiennent l'extrême droite contemporaine, qui sont celles du régime de Vichy, et puis celles par la suite issues des nostalgiques de l'Algérie française, dont on sait qu'ils avaient de grands reproches à faire au général de Gaulle. Et par conséquent, c'est quand même assez hallucinant de voir aujourd'hui ces personnes se réclamer du général de Gaulle. On a vu Éric Zemmour qui nous a sorti la panoplie du petit de Gaulle illustré. C'est quand même un petit peu étonnant dans la mesure où toute cette branche de la droite, de l'extrême droite française est aussi celle qui a tenté d'assassiner le général de Gaulle pendant la guerre d'Algérie et qui l'a condamné à mort en août 1940 pour ce qui est du régime de Vichy. Donc là, il y a quand même, il faut que les gens dessillent les yeux et regardent les choses un petit peu en face. Pour parler d'un point dont on parle peu, je trouve, quand on parle du général de Gaulle, c'est la politique économique. Lorsque de Gaulle il arrive au pouvoir, on est dans une situation, disons, où les finances publiques sont
pour le dire avec de la forme, très dégradée. Il y a un niveau d'endettement qui est élevé. D'ailleurs, c'est un sujet d'actualité puisqu'on a un niveau d'endettement très très important. Et à l'époque, le général de Gaulle décide de mettre en place une politique de rigueur. Comment cela s'est-il traduit en termes de mesures concrètement? Alors, c'est vrai que lorsque de Gaulle revient au pouvoir en 1958, la situation de la France sur le plan économique et financier est très dégradée. On peut citer plusieurs faits qui en attestent. D'abord, il y a une très forte inflation. La France a un déficit budgétaire extrêmement important. Elle n'a presque pas de réserve de devises. Le général de Gaulle explique à cette époque-là que la trésorerie du pays se réduit à 6 semaines et qu'au-delà de ça, la France ferait banqueroute. Et puis, on a une monnaie qui est extrêmement affaiblie puisque à partir de la création du système monétaire de Bretton Woods en 1944, $1 valait 50 francs et en 1958, $1 vaut 420 francs. Donc on voit la situation qui est absolument inquiétante et tout ça, il faut bien l'ajouter, dans un contexte périlleux qui est celui de la guerre d'Algérie, qui donc n'arrange rien à la situation. Et de Gaulle, face à cette situation, va en effet privilégier un plan qu'on qualifierait aujourd'hui plutôt d'austérité, avec quand même des particularités dans cette politique de rigueur, puisque c'est à la fois un plan très dirigiste. La France de la Ve République, la France de Gaulle, c'est la France du plan. C'est la France d'une grande organisation par l'État de la politique économique. Et puis on a des aspects quand même qui préservent un peu plus de liberté, on va le voir, ou de libéralisme. Cette réforme, elle est menée par le ministre des Finances du général de Gaulle à l'époque, qui est Antoine Pinay, qui n'est pas forcément d'ailleurs un adepte résolu de cette rigueur, mais le plan va être essentiellement élaboré par un autre conseiller du général de Gaulle, un inspecteur des finances qui s'appelle Jacques Rueff et qui lui va préconiser à de Gaulle un plan de redressement qui va être pris assez rapidement puisque de Gaulle revient au pouvoir en juin 1958 et que ce plan il est mis en place, enfin les ordonnances sortent fin décembre 1958. Et ce plan, il va se traduire par un certain nombre de décisions. Tout d'abord, des décisions d'économie. Il faut que l'État fasse des économies, qu'il dépense moins. Donc ça, c'est une première chose qui est vraiment typique de la rigueur. La monnaie va être dévaluée de manière assez importante, de 17%. Donc là, on voit que l'idée, c'est de favoriser notamment les exportations. Les impôts vont être augmentés, qu'Antoine Pinay ce pourquoi Pinay n'était pas favorable. Et en même temps, il y a un autre facteur qui va être très important dans cette politique économique, c'est que le traité de Rome a été signé l'année d'avant et que en 1958, Charles de Gaulle s'inscrit dans cette politique de la Communauté économique européenne et va favoriser la liberté des échanges dans le cadre de la Communauté économique européenne, avec par exemple la fin des contingentements d'importation, la fin du contrôle d'échange, l'ouverture des frontières. Tout ça, ça nous paraît banal aujourd'hui, mais c'est très très nouveau à l'époque et ça va donner un petit peu d'air à l'économie. Donc on voit qu'il y a à la fois de la rigueur, mais il y a cette liberté nouvelle de la circulation des marchandises qui apparaît. Et puis il y a d'autres formes de compensation mises en place par le gouvernement à l'époque, qui vont être une hausse du salaire garanti, le SMIC, qui va être augmenté de 2%, une hausse des allocations familiales pour aider les plus modestes, le lancement d'un emprunt, donc aussi des mesures qui visent à renflouer l'économie, puis à donner du pouvoir d'achat, un peu plus de pouvoir d'achat aux classes modestes. Donc tout ça, c'est sur le plan économique. Et on peut dire également qu'il y a un autre aspect très important de la réforme,
qui est un petit peu ce qu'on a retenu de cette époque-là et qui reste symbolique de cette nouvelle République qui arrive, c'est la création d'un nouveau franc, puisque ce franc qui avait été créé en 1926 avait subi déjà 11 dévaluations jusqu'en 1958, qu'il avait perdu beaucoup de sa valeur et que De Gaulle fait en sorte qu'un nouveau franc soit créé. Il va entrer en vigueur, en circulation en 1960 et un nouveau franc représente 100 anciens francs, ce qui permet également de favoriser les échanges et de remettre la France un petit peu dans le jeu des nations. Donc voilà un peu en résumé la politique à la fois d'austérité et d'incitation, et de stimulation de l'économie qui est mise en place par ce jeune gouvernement de la Ve République. Mais est-ce que c'est pas compliqué d'avoir, ou disons contradictoire, d'avoir cet aspect de politique économique libre-échangiste et en même temps de rigueur, et en même temps d'avoir ce contrôle, disons, cette politique économique dirigiste, avec notamment, alors ça c'était avant 58, mais avec les vagues successives de nationalisation, où là on voit quand même un système de gouvernance de l'État français qui veut avoir la main mise sur ces entreprises. Et donc, une mise en avant d'un État, disons, prépondérant sur les sujets économiques. Alors que mettre en place une politique d'austérité et de rigueur, c'est quand même se dire, on va réduire les dépenses, on va lâcher un peu du lest en termes d'intervention de l'État et plus s'ouvrir donc à la réduction des dépenses et plus s'ouvrir à l'aspect libéral et à l'aspect libre-échangiste. Alors, ça peut sembler contradictoire, mais je pense que c'était une volonté d'avoir cette politique avec plusieurs volets, parce que ça évitait sans doute de s'enferrer ou de s'enfermer plutôt dans une politique avec un aspect ou une tendance unique. Par exemple, si on avait eu que l'austérité, peut-être que ça aurait mis les gens dans la rue, peut-être que ça aurait provoqué une paupérisation de la population. Donc il y avait une forme de mesure compensatoire à côté, et cette politique assez complexe sur le plan économique, ou assez inclassable, peut-être on pourrait dire, elle rappelle un petit peu la façon dont De Gaulle se comporte sur un plan politique, puisque à plusieurs reprises sous la Ve République, il a expliqué que lui-même n'était ni de gauche ni de droite, et d'ailleurs la France n'était ni de gauche ni de droite, ce qui veut dire qu'il est un homme de la synthèse, capable d'emprunter aux différents héritages politiques les aspects qui lui paraissent les plus pertinents au moment donné. Et c'est pas une recette qui vaut pour toutes les époques, mais c'est une recette de pragmatisme. Et je pense que là, l'analyse de la situation en 58 l'a convaincu de construire cette recette avec ces éléments divers, parce qu'en même temps, même si la situation est très dégradée en 58, il faut rappeler qu'on est dans une France du plein emploi, ce qui est vraiment un fait tout à fait différent de la situation d'aujourd'hui et qui autorise par conséquent d'autres solutions. D'ailleurs, on peut dire que c'est en raison de ce pragmatisme qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se réfèrent du général de Gaulle. Et lui-même disait, il y a une citation où il dit le problème, c'est qu'en France, nous avons une vision horizontale de la politique, gauche-droite, alors qu'il faut avoir une vision verticale, ceux qui ont une petite idée de la France, ceux qui ont une haute idée de la France. Et je pense que beaucoup de personnalités politiques se réfèrent un peu à cette logique-là, à ce pragmatisme-là, pour récupérer, un peu comme quelque part, tout le monde, lorsqu'on s'inspire d'un auteur, d'un théoricien, d'un économiste, d'un sociologue, on va prendre quelque part ce qui nous intéresse de la pensée de cette personne. Et sachant qu'il a un certain pragmatisme, il a aussi à piocher là où il fallait pour faire la politique juste. Je pense que c'est la raison pour laquelle chacun arrive aujourd'hui, en regardant en fonction de sa fenêtre de vision, disons, arrive à prendre ce qui l'intéresse. Vous avez parfaitement raison, c'est ce à quoi on assiste, c'est que chacun va faire son marché chez De Gaulle. Et que comme De Gaulle a vécu des périodes très différentes, la Première Guerre, la Seconde Guerre, la guerre d'Algérie, les 30 Glorieuses, mai 68, il a dû, face à toutes ces situations, en effet, sortir de la boîte à outils des solutions qui étaient très différentes.
Mais même si ce à quoi on assiste est exact, c'est-à-dire chacun va emprunter à De Gaulle ce qu'il veut, les souverainistes vont rappeler qu'il était pour l'Europe des nations, les communistes vont rappeler qu'il était favorable à la participation dans le monde du travail, que sais-je encore. Le vrai problème, c'est que De Gaulle ne se réduit pas à une de ces mesures. La vraie difficulté d'être aujourd'hui un Charles de Gaulle, c'est d'avoir cette capacité à embrasser une diversité de solutions, une diversité de possibilités, c'est-à-dire d'avoir une vision très globale. Et ça, malheureusement, la récupération par petits morceaux à quoi on assiste, elle n'est pas la mise en avant de ce qu'est l'ampleur de la pensée du général de Gaulle et qui ne s'explique en gros que par une chose, c'est que c'était un homme de culture et que c'était un homme très érudit qui a lu des centaines, peut-être des milliers de livres dans sa vie, qui avait une culture prodigieuse sur le plan historique, sur le plan politique, sur le plan culturel, et que sans cette nourriture spirituelle et intellectuelle, personne ne peut prétendre à embrasser aussi large. Voilà le vrai problème. Alors, pour parler des politiques économiques, tout à l'heure vous avez évoqué le fait qu'il y aurait pu avoir des gens dans la rue, mais que ça avait été, disons, compensé, ou disons les idées, les manifestations ont pu être compensées par les politiques sociales, notamment sur le niveau de salaire. Mais néanmoins, on a quand même constaté des mouvements de grève et des mouvements de manifestation. Alors, quand on parle du général de Gaulle et quand on parle de grève et manifestation, évidemment, on pense tous à mai 68, mais on a d'autres périodes. On a les grèves en printemps 1961, les grèves de mars à octobre 1963. Donc, en définitive, quand on dresse un bilan, on a l'impression que le général de Gaulle était souvent, parfois critiqué et avait une politique sur l'aspect économique-social qui était controversé. Est-ce que c'est le cas ? Alors, en effet, on l'oublie souvent, vous avez raison, on oublie souvent qu'il a eu à traverser des crises sociales assez vigoureuses. Alors, mai 68 a un peu effacé toutes les autres, mais il faut bien savoir que le moment où la popularité de Charles de Gaulle est la plus basse, ça n'est pas pendant mai 68 ni pendant la guerre d'Algérie, c'est bien en 1963, pendant la grève des mineurs. Et il faut bien souligner en effet que le plan de rigueur, les mesures prises par le gouvernement ont permis de réduire l'inflation, mais ont finalement engendré au début de la Ve République une forme de stagnation économique, de croissance très faible, et qui a fini par engendrer en effet un certain nombre de mouvements sociaux, même dans ce contexte de plein emploi, ce qui ferait dire aujourd'hui aux Français que les Français adorent être dans la rue et râler, même quand finalement leur situation semblait moins malheureuse qu'aujourd'hui. La grève des mineurs, à cet égard, elle est très intéressante en 1963, puisqu'elle est aussi le signe que le pays est en train de connaître des mutations extrêmement importantes. Et c'est le début d'un bouleversement qui va aboutir après dans les années 70, dans les années 80. On a une mutation de la consommation d'énergie avec un pétrole bon marché qui devient de plus en plus utilisé, et le charbon qui commence dont l'emploi commence à diminuer. Il y a une menace de fermeture des mines de charbon, et cette menace et les premières mesures de réduction de la production vont engendrer des grèves dans les mines, d'abord dans les mines de la Loire, et puis le mouvement va prendre de l'ampleur, va toucher la Lorraine, le Nord, et là on voit comment De Gaulle réagit, et sa décision est plus ou moins maladroite, on va dire, puisque le 2 mars 1963, il ordonne la réquisition du personnel des houillères, et sans se rendre compte sans doute en signant cette réquisition que la mesure est très impopulaire, et que l'image du mineur reste dans le pays une image au contraire très populaire. C'est l'image du travailleur, de celui qui souffre au fond de la mine. Il y a toute une imagerie, une mythologie. Lui-même est un homme du Nord, donc on estime qu'il connaît cette dureté du travail.
Et finalement, le mouvement va prendre de l'ampleur, tant et si bien que les mineurs organisent le 13 mars 63 un immense rassemblement à Paris, une marche sur Paris. Ils viennent en quart de la Lorraine, de toute la France, avec des slogans assez vindicatifs contre De Gaulle, hein, Charlot des sous, voilà ce qu'on a entendu. Et ce mouvement va faire contagion, puisque bientôt la grève va toucher, et les mouvements sociaux vont toucher les entreprises nationalisées, hein, la SNCF, EDF, la RATP, Air France. Donc on a affaire à une situation très explosive. Alors De Gaulle va finalement devoir céder, et donc en avril, les mineurs vont obtenir la hausse de salaire qu'ils demandaient, mais c'est une alerte. C'est une alerte qui, à mon avis, doit être mise en lien, même si c'est très différent, avec ce qui se passe en mai 1968, parce que de la même façon, même si c'est différent, on est à un moment de changement de civilisation. C'est un monde qui est en train déjà de disparaître, ce monde des houillères, et je pense qu'il y a un sentiment dans le pays de cette disparition. Et mai 68, lui, sera un mouvement d'annonce de début de quelque chose d'autre, d'une autre forme de civilisation. Et De Gaulle, il est dans cette période charnière. Et effectivement, les tensions sociales, elles sont le signal de ce changement de monde. Alors, je propose maintenant de prendre un virage et de parler de la vision de la démocratie du général de Gaulle. Alors, pour comprendre la vision républicaine démocrate du général de Gaulle, est-ce qu'on peut dire que la Ve République est, disons, la représentation paroxystique de la République selon De Gaulle? C'est-à-dire l'image avec un individu qui centralise le pouvoir autour d'un régime certes parlementaire, mais où la figure du président a un pouvoir sur l'ensemble des autres organes de gouvernance. Oui, je pense que la Ve République, on peut le dire, elle correspond à la vision qu'a Charles de Gaulle d'une constitution, pas parfaite, mais enfin de la façon dont lui voit la constitution et la République. Et cette vision, rappelons qu'il la possède depuis très longtemps, puisque dans des discours très antérieurs, notamment le discours de Bayeux en 46, il commence à énoncer cette construction, cette architecture de la cinquième, qui sera la Ve République. Il va répéter cette vision, l'affiner, l'approfondir dans un autre discours célèbre à Épinal, sous la 4e République, et donc il porte cette vision en lui. Et cette vision, il va la mettre en œuvre, c'est même une des conditions de son retour au pouvoir. Il accepte de revenir au pouvoir en mai 58 si on lui accorde le droit de faire une nouvelle constitution. Donc c'est quelque chose de très important pour lui, et l'équilibre institutionnel qu'il propose est radicalement différent de tout ce que la France a connu jusque-là. Alors, il a critiqué vertement la 4e République lorsqu'il était dans l'opposition pour son instabilité gouvernementale. Il va conserver néanmoins de la 4e République deux choses importantes. D'abord, le fait qu'il y ait une constitution, ce qui n'était pas le cas sous la 3e République. Il n'y avait pas un texte constitutionnel, donc ça c'est une première chose. Et il va garder également dans cette constitution le préambule qui figurait déjà sous la 4e République, qui est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui va faire partie intégrante de la constitution de la 5e République. À part ça, on arrive dans un monde complètement nouveau avec cette 5e République qui prend le contre-pied de la 4e République, qui était jugée trop favorable au Parlement, et ce trait étant source d'instabilité gouvernementale. Donc on assiste à quatre nouveautés. D'abord, un fort pouvoir exécutif. Ça, c'était vraiment la volonté de De Gaulle, qui avait déclaré que le chef de l'État devait être l'arbitre de la nation au-dessus des partis, et qui va acquérir une certaine autonomie par rapport aux assemblées. Et puis cette autonomie, elle va être consacrée, si on peut dire, en 1962 par la révision constitutionnelle, qui fait que le président est désormais élu directement par le peuple au suffrage universel, ce qui n'était pas le cas au début de la 5e République, où il était élu par un collège de 80 000 grands électeurs.
Le président de la République a des compétences importantes et il va notamment être le chef des armées. Il va nommer son Premier ministre. Il va partager l'initiative des lois. Il a la possibilité de proposer un référendum. Donc on voit qu'il y a ce renforcement de l'exécutif. Parallèlement, le Parlement voit ses pouvoirs limités ou bien du moins encadrés. Il devient plus difficile de renverser le gouvernement, par exemple. Voilà. Et on a, je l'ai dit, cette possibilité pour le président de recourir au référendum. Et enfin, une dernière innovation, une quatrième innovation, qui est la création du Conseil constitutionnel, qui va plus tard, après la période de Gaulle, pouvoir vérifier la conformité des lois aux principes constitutionnels. Donc voilà toutes les nouveautés qui sont mises en œuvre et qui vont susciter au départ une forte opposition. C'est-à-dire que cette 5e République qu'on a pu définir comme une monarchie républicaine, a suscité la critique notamment de la gauche. On se rappelle du livre de François Mitterrand, Le coup d'État permanent, pour finalement entrer dans une forme de normalité et se poursuivre bon an mal an sous les alternances politiques qui ont suivi et qui existent donc toujours aujourd'hui, même si elle a été profondément révisée. Déjà à l'époque, on parlait de monarchie républicaine. Alors, je ne sais pas de quand date l'expression monarchie républicaine. Il faudrait vérifier. Moi, c'est vrai que j'ai appris ça dans mes cours, mais et finalement, je trouve que ça va pas mal à la 5e République gaulienne, cette forme de monarchie républicaine. Parce que c'est vrai que ça consacre vraiment le président de la République comme jamais auparavant et comme nulle part ailleurs dans le monde. C'est-à-dire que même par rapport au président américain, le président français, c'est quelque chose de très particulier, sans parler de la comparaison avec l'Allemagne voisine. Donc on a une spécificité très intéressante et très gaulienne pour le coup. Alors, en faisant mes recherches, j'ai trouvé une citation intéressante de Gaulle qui dit la France est au-dessus des Français. Est-ce que ça signifie pour De Gaulle qu'un État, s'il le juge ainsi, doit être en capacité de prendre des décisions, et même les décisions les plus impopulaires? Là où vous avez raison, c'est que l'État, pour De Gaulle, c'est quelque chose de fondamental. Il a dit, alors il y a d'autres citations, il a dit que l'État était la condition de tout. Simplement, l'État n'est pas un être autonome. Ça n'est pas une entité qui agit par elle-même toute seule. L'État, c'est un instrument pour De Gaulle. C'est un instrument fondamental, mais qui doit servir un intérêt général, qui doit servir des objectifs qui le dépassent. Il doit notamment permettre, et c'est pour ça que la citation que vous avez citée me paraît étrange, parce que l'État, il est là pour sauvegarder l'intérêt supérieur de la nation, et donc l'intérêt supérieur des Français. Et il n'est pas là justement pour les écraser ou pour prendre des mesures qui iraient contre les Français. Donc, dit, pour mettre une nuance, alors je vérifierai la citation, mais pour revenir à l'une des premières questions que je vous ai posées sur la politique économique notamment. Vous l'avez vous-même dit que la politique économique, notamment de rigueur, peu importe le gouvernement qui la met en place, c'est une mesure très impopulaire. Mais vous avez cité De Gaulle qui disait, en termes de finances, les finances de la France ne permettaient d'avoir un horizon que de 6 semaines, donc il y avait des mesures nécessaires à prendre. Vous voyez, indépendamment de l'aspect impopulaire de cette mesure de politique économique. C'est une mesure qui permettait de conserver l'État, de conserver la santé de l'État français. Oui, vous avez raison. Donc là, c'est une mesure impopulaire, mais qui vise à rétablir une situation pour une prospérité ultérieure. Donc c'est un moment de souffrance pour on l'espère, un bonheur entre guillemets futur. Et c'est vrai que l'État pour De Gaulle, c'est aussi un gage
de stabilité, un gage de solidité par rapport à ce peuple français qui est quand même caractérisé depuis la nuit des temps par ces divisions très profondes. Et pour De Gaulle, voilà, il a dit aussi en 1960, il n'y a eu de France que grâce à l'État. Et c'est parce qu'il y a eu cette pérennité depuis le Moyen-Âge d'un État monarchique et puis d'un État républicain qu'on a pu voir la France continuer à travers l'histoire, alors que les Français ont passé leur temps à s'entre-déchirer entre catholiques, protestants, entre monarchistes et révolutionnaires, voilà, on peut faire toutes les époques. Et donc l'État, c'est celui qui va décider, c'est celui qui va agir et qui va porter une ambition qui dure au-delà de la vie d'une génération ou qui dure au-delà de la vie d'un peuple. C'est aussi un instrument qui permet à la France de s'inscrire dans cette durée et qui doit favoriser l'unité des Français. Et pour De Gaulle, il est important que cet État agisse, et il le dit d'ailleurs dans son discours de Bayeux, agisse en accord avec l'intérêt supérieur du pays, et que donc il en respecte les valeurs, et notamment les valeurs qui sont inscrites dans la Constitution, qui sont celles des droits de l'homme. Et c'est pourquoi, il s'est pas prononcé sur le régime de Vichy, mais là on est en face d'un État qui a largement failli. Et pour De Gaulle, la France libre était la seule France qui vaille à l'époque par rapport à cette faillite de l'État. Alors, pour bien comprendre sa pensée, j'aimerais qu'on mette en parallèle quelques instants les revendications qu'on peut entendre aujourd'hui. Alors, quand je parle de revendications aujourd'hui, je ne parle pas du sujet lié à la crise sanitaire, mais ce qui se passait avant, et notamment avec les Gilets jaunes, où il y a eu, au fur et à mesure des semaines, une demande et une mise en avant du RIC, le référendum d'initiative citoyenne, qui traduit donc une demande croissante d'interaction entre le citoyen et le représentant. Et pour parler des Gilets jaunes, on peut parler également, en partie politique, de la France insoumise, qui depuis plusieurs années parle d'une 6e République et qui vise également à rapprocher le fonctionnement politique, démocratique entre ses représentants et les citoyens. Et la question que je me pose, c'est est-ce que pour De Gaulle, et compte tenu de sa vision et compte tenu de la présentation que vous avez, dont on a discuté, que vous avez faite de la 5e République, est-ce que ce type de fonctionnement aurait été possible? Et également, une question que j'ai en plus en complément, c'est est-ce que le référendum qui a été notamment utilisé par le général de Gaulle n'était pas une simple manière de contourner parfois le Parlement? Alors, deux choses. Ça, que le référendum était un moyen de contourner le Parlement, très certainement. C'est même alors contourner le Parlement et surtout accéder directement au peuple. D'ailleurs, la grande majorité des référendums sous De Gaulle, c'est avant la réforme de l'élection du président au suffrage universel. Donc, c'est le seul moyen pour De Gaulle de tester en quelque sorte sa légitimité auprès des citoyens de façon directe. Et d'ailleurs, on voit d'ailleurs qu'il en tire les conséquences, puisque en 69, son dernier référendum, qui obtient un résultat négatif, l'entraîne immédiatement à démissionner comme il l'avait annoncé. Donc ça, c'est pour l'usage du référendum par De Gaulle. Alors, est-ce que De Gaulle aurait pu envisager ces propositions qui émanent donc des Gilets jaunes ou de la France insoumise pour un référendum d'initiative populaire ou une république qui rapproche les représentants et les citoyens? Alors, j'ai pas pour habitude de parler à la place de Gaulle au temps présent, parce que je pense que c'était un homme suffisamment intelligent pour faire évoluer sa pensée en fonction des circonstances, et que là, on est très longtemps après sa mort, donc je ne sais pas ce qu'il aurait pensé. Mais ce qu'on peut dire d'instinct, c'est que le référendum d'initiative populaire, si on se replace dans le contexte des années 60, ça n'est pas quelque chose qui rentre du tout dans sa vision institutionnelle, parce que lui, le référendum est un instrument aux mains de l'exécutif et non pas aux mains du peuple. C'est un moyen pour le président de vérifier, de consulter le peuple pour adopter certaines lois, pour ratifier, il y a des conditions très particulières, pour ratifier des traités internationaux, pour réviser la Constitution. Et je ne pense pas qu'il aurait
que dans sa vision, la possibilité pour les citoyens de manier cette sollicitation d'un référendum aurait correspondu à sa vision. Donc je pense qu'on est avec De Gaulle, malgré tout, dans un système encore très monarchique, pour le dire encore une fois, où la décision, même si le président émane du suffrage populaire, la décision va du haut vers le bas. Et on n'est pas encore justement dans une démocratie participative où on essaye de stimuler les décisions qui partent du bas pour aller vers le haut, ce qui peut aussi apparaître comme une forme de démagogie ou de prétexte ou de manière de laisser croire au peuple qu'il a une part à la décision. On pourrait aussi s'interroger là-dessus. Ok, très bien. Parlons maintenant de politique étrangère. Alors, politique étrangère, politique européenne, politique et rapport vis-à-vis des États-Unis, et également de politique en Afrique. D'abord, le rapport avec les États-Unis. J'ai trouvé une citation de De Gaulle qui est assez longue, je vais vous la lire, qui dit il devient urgent de secouer l'apathie générale pour monter des mécanismes de défense. Les Américains sont en train d'acheter la biscuiterie française. Leurs progrès dans l'électronique française sont foudroyants. Qu'est-ce qui empêchera IBM de dire un jour nous fermons nos usines de France parce que l'intérêt de notre firme le commande? Qu'est-ce qui empêchera que recommence ce qui s'est passé l'autre année pour Remington à Vierzon? Les décisions se prennent de plus en plus aux États-Unis. Il y a un véritable transfert de souveraineté. Les vues du Pentagone sur la stratégie planétaire, les vues du business américain sur l'économie mondiale nous sont imposées. Bien des Européens y sont favorables, de même que bien des Africains étaient favorables au système colonial. La question que je vous pose à dire ça, est-ce que De Gaulle avait raison avant tout le monde? Alors, je ne sais pas s'il avait raison avant tout le monde, je ne sais même pas s'il avait raison, mais en tout cas, ce qu'on entend dans cette citation, c'est son analyse du rapport de force international avec les États-Unis, et qui est une analyse qu'il fait du point de vue de la France, encore une fois, et de la France en tant qu'État souverain, et que la France en tant qu'État indépendant qui a besoin ou qui vise à défendre son économie. Et là, on voit effectivement qu'il pressent la place, le poids des États-Unis et la manière dont, d'une certaine façon, à travers l'économie, à travers le capitalisme, il gouverne l'Europe, il gouverne une partie du monde. Il ne le dit pas, mais il y a aussi leur force de frappe culturelle. C'est l'avènement de la pop culture américaine, ces années 60 et 70. Et pour De Gaulle, c'est aussi une forme de menace sur les héritages européens. Donc, il est très lucide sur ce rapport de force. Et ce qui est très intéressant dans cette citation, si elle est exacte, c'est que d'ailleurs, il parle essentiellement de l'Europe. Il dit bien des Européens y sont favorables, c'est-à-dire qu'il place le débat non pas entre la France et les États-Unis, bien qu'il parle de la France, mais il montre bien que c'est à l'échelle de l'Europe qu'il faut en prendre conscience, parce que seule une Europe unie sur le plan économique pourra faire face à cette menace américaine. Et ce qu'il voit comme danger, c'est que certains pays européens n'ont pas du tout cette analyse que lui fait, et que beaucoup de pays européens sont au contraire très favorables à cet entrisme économique des États-Unis. Donc il a compris en effet cette forme de... Alors lui, il emploie dans cette citation le mot de colonisation, mais enfin cette forme d'impérialisme économique américain, qui aujourd'hui d'ailleurs se fait contrebalancer par l'universalisme ou l'impérialisme chinois dans le domaine économique. Mais alors, ce qui est intéressant, et lorsque je vous pose la question en disant est-ce qu'il avait raison avant tout le monde, c'est notamment parce que c'est un thème qui est de plus en plus discuté, et où lorsqu'on discute de la place de la France sur le rapport avec les États-Unis, on parle d'une alliance, mais d'une fausse alliance, parce que très souvent contrebalancée d'affaires, et notamment récemment avec l'affaire en Australie, l'affaire des sous-marins, où finalement on a l'impression que les États-Unis sont nos alliés,
sont nos alliés politiques, nos alliés militaires, mais qui finalement, du côté des États-Unis, organisent progressivement un plan visant à permettre l'hégémonie de l'impérialisme américain, quitte à bafouer ou balayer d'un revers de main cette alliance qu'il peut y avoir avec la France. Oui, c'est vrai. Alors, c'est une attitude qui est finalement très ancienne et on peut expliquer cette méfiance et cette clairvoyance de Gaulle par le passé de la Seconde Guerre mondiale, où les États-Unis se sont comportés comme un allié, j'allais dire encombrant, c'est pas ça, comme un allié très entreprenant, puisque certes le rôle des États-Unis a été déterminant pour la libération de la France et de toute l'Europe, personne ne remettra jamais ça en cause, mais ça s'est fait quand même avec de véritables tentatives de saper la souveraineté de la France. Deux exemples. Le débarquement en Normandie, qui est quand même le grand fait d'armes américain pendant la Seconde Guerre mondiale en ce qui concerne la France. Charles de Gaulle, qui est alors le chef du gouvernement provisoire, n'est pas averti. Il n'est pas associé à cette opération militaire majeure. Il va être prévenu l'avant-veille par Churchill, ce qui le met dans une colère absolument épouvantable. Ça, c'est un premier exemple de comportement, comment dire, un peu... alors, certes, peut-être guidé par des explications militaires, ne pas divulguer un secret, mais enfin quand même un petit peu léger. Et puis, le deuxième exemple qui est beaucoup plus symptomatique, c'est la mise en place par les États-Unis après la libération de la France en 1945 d'une administration américaine qu'on a appelée l'AMGOT, et qui consistait à faire de la France un territoire sous occupation américaine exactement au même titre que l'Allemagne libérée, qui avait ses 4 zones alliées pour l'occuper, avec des billets imprimés aux États-Unis, avec des administrateurs formés aux Français aux États-Unis et qui devaient arriver clé en main pour gouverner le pays. Donc on peut bien imaginer que pour De Gaulle, cette AMGOT était quelque chose d'absolument inacceptable, et d'ailleurs il a réussi à l'empêcher. Donc quand on est dans les années 60, où cette hégémonie américaine triomphe et s'affirme également dans le cadre de la guerre froide, De Gaulle est particulièrement sensible à cet expansionnisme et à cette présence des Américains. Il sait très bien que c'est un allié, il sera toujours l'allié des Américains, notamment au moment des crises les plus graves, comme la crise de Cuba. Donc là, il n'y a pas l'ombre d'un doute, c'est un allié des Américains. Mais c'est un allié qui va être un allié méfiant parce qu'il connaît la propension des États-Unis à faire passer leurs intérêts économiques et leurs intérêts tout court sur celui des alliés. Oui, parce que là, pour parler maintenant de l'OTAN, De Gaulle était très critique de l'OTAN parce que il percevait l'aspect unilatéral, disons, des États-Unis, et à la place, De Gaulle proposait une direction tripartite. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette proposition de fonctionnement, cette organisation tripartite? Oui, c'est très intéressant parce que cette décision, cette proposition, il la formule dès son retour au pouvoir en 1958. Donc, on voit les urgences qu'il a à gérer lors de son retour au pouvoir. Il y a la guerre d'Algérie et la situation de la France en Algérie qu'il faut régler d'une façon ou d'une autre. Il y a l'écriture d'une nouvelle constitution qui va se faire pendant juillet et août 1958 pour une présentation aux Français le 4 septembre 58. Et puis, à côté de ça, De Gaulle trouve le temps pour deux choses sur le plan international. D'abord, rencontrer le chancelier Adenauer, ce qu'il fait le 14 septembre 58, et proposer aux États-Unis et à la Grande-Bretagne une nouvelle organisation de l'Alliance Atlantique, ce qu'il fait également en 1958. Donc, vous voyez qu'il est très actif pour les sujets qui lui semblent primordiaux pour l'intérêt de la France. Cette organisation tripartite, elle résulte de discussions de Charles de Gaulle avec les États-Unis, avec Dulles, qui propose à De Gaulle en 1958 d'installer des têtes nucléaires tactiques en France, sur le sol français, et la négociation consiste à dire en échange, la France renonce à s'équiper de l'arme nucléaire. Je rappelle que l'arme nucléaire avait déjà commencé à être mise au point
avant l'arrivée de Charles de Gaulle au pouvoir, hein, dès la 4e République, il faut lui rendre quand même cet acte. La bombe nucléaire française sera mise au point en 1960. De Gaulle, bien évidemment, refuse cette proposition que lui font les Américains, puisque la souveraineté de la France doit s'appuyer sur une défense autonome, et l'arme nucléaire pour De Gaulle est vraiment la clé de voûte de ce système de souveraineté militaire. Et il va proposer une autre solution aux États-Unis et à la Grande-Bretagne. Il propose un directoire à 3 de l'OTAN. États-Unis, Grande-Bretagne et France. Son idée, c'est que tous les 3, ils pourraient décider de la stratégie mondiale de la stratégie mondiale de l'OTAN et envisager ensemble un commandement commun des forces militaires de l'OTAN. Alors bien évidemment, comme on peut l'imaginer, sa proposition est rejetée. Et alors je ne sais pas si De Gaulle a fait cette proposition en sachant pertinemment qu'elle serait rejetée et qu'après ça lui laissait le champ libre pour agir comme il l'entendait, ou s'il avait vraiment l'espoir qu'elle soit acceptée. Mais quoi qu'il en soit, les conséquences sont assez rapides, puisque d'une part, dès 1959, la France retire la flotte de Méditerranée du commandement intégré de l'OTAN, et elle affirme très clairement son refus que soient installés sur son sol des éléments nucléaires étrangers. Et par la suite, on le sait, De Gaulle va poursuivre cette politique vis-à-vis de l'OTAN en dégageant la France, non pas de l'Alliance Atlantique, puisqu'il y est attaché et il va toujours maintenir la France au sein de l'OTAN, mais il va la faire sortir du commandement intégré de l'OTAN qui est sous commandement américain. Alors, maintenant, parlons de l'Europe. L'histoire met en avant la volonté du général de Gaulle de s'ouvrir à l'Europe et donc de sortir d'une organisation, disons, protectionniste. Et alors là, je vais vous demander un exercice qui est assez difficile. Je pense que vous n'avez pas trop par rapport à ce que vous avez dit, c'est essayer de dire ce que le général de Gaulle aurait pensé aujourd'hui, c'est-à-dire que compte tenu de l'évolution progressive de l'Europe depuis que le général de Gaulle n'est plus au pouvoir, qu'aurait pensé le général de Gaulle justement de cette évolution en comparaison et en opposition avec l'Europe des Six qui était organisée à son époque? Alors en effet, c'est pas une question très facile parce que on peut pas faire parler de Gaulle de 1960 pour 2021, ou alors il faudrait faire une hypothèse très audacieuse qui serait de dire que De Gaulle vit en 2021 avec nos références culturelles, avec nos connaissances, avec notre appropriation du passé, et que donc il analyse la situation de 2021 avec les yeux de quelqu'un de 2021. Mais faire parler le De Gaulle de 60 sur la situation d'aujourd'hui, c'est impossible. Alors, si on considère qu'il est donc un homme cultivé et qu'il est un homme qui comprend le sens de l'histoire et qui est un homme qui a toujours eu à cœur d'anticiper la modernité, c'est un homme du 19e siècle, mais qui a installé la France dans la modernité. On l'a vu avec l'arme nucléaire, on le voit avec les infrastructures dont il a doté le pays, on le voit avec la politique économique, avec la décolonisation. Donc, s'il était aujourd'hui présent, on peut imaginer qu'il serait favorable à une Europe des 27. Il serait très content, je pense, que la Grande-Bretagne s'en soit retirée d'ailleurs, qu'il soit favorable à une Europe des 27, si tant est qu'elle réussisse sur un plan économique à rivaliser, à faire le poids face à la Chine et face aux États-Unis, parce qu'il comprendrait, je pense, que en dehors de cette solution, la France seule ne peut pas grand-chose. Après, c'est très difficile de penser, de considérer ce qu'il penserait par exemple, d'une défense européenne, connaissant son attachement à la souveraineté nationale et à l'instrument militaire. Je suis pas sûre qu'il serait favorable à cette perspective, mais c'est difficile de le faire parler. Oui, je comprends tout à fait. On dit que le général de Gaulle s'opposait également à la CECA, donc la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
porté par, disons, le fameux Jean Monnet. Alors je dis fameux parce qu'on lui prête des intentions, disons, très américaines dans son fonctionnement. Et donc j'ai deux questions. Pourquoi De Gaulle était opposé à la communauté européenne charbon et de l'acier, et est-ce vrai concernant les intentions très américaines de Jean Monnet? Et quels étaient du coup ses rapports avec le général de Gaulle? Alors, pour la première question, est-ce que De Gaulle était opposé à la CECA? Moi, je pense qu'il était surtout opposé à la CED, qui était justement cette communauté européenne de la défense, qui est un projet qui est apparu en 1952, porté en France par le ministre de la Défense d'alors, qui était René Pleven, un ancien gaulliste de la Seconde Guerre mondiale, et qui visait à créer une communauté de défense intégrant divers éléments des diverses armées nationales européennes, y compris allemandes, et cette communauté de défense serait placée sous la responsabilité d'un ministre européen de la Défense sous commandement de l'OTAN. Et ça, c'est un projet qui a vraiment rejeté De Gaulle et contre lequel il a vraiment combattu, notamment au sein du Rassemblement du peuple français, qui est le mouvement politique qu'il a lancé en 1947. Et lorsque Pierre Mendès France, en 1954, va enfin porter ce projet au vote de l'Assemblée, les ministres gaullistes de son gouvernement démissionnent, les députés gaullistes vont presque tous voter contre à l'Assemblée. Bref, c'est vraiment un cheval de bataille pour Charles de Gaulle, plus que la CECA, je pense. La CECA, c'est la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui associe un certain nombre de pays frontaliers de la France, mais c'est surtout la CED qui mobilise son combat. La deuxième question sur Jean Monnet et sur ses éventuelles accointances avec les Américains, je pense que là aussi, elle s'explique par l'histoire, puisque Jean Monnet connaît De Gaulle d'ailleurs depuis 1940. Il est à l'origine du plan d'union entre la Grande-Bretagne et la France qu'il a essayé de porter au moment de la défaite en juin 1940. Et De Gaulle, avec Churchill, De Gaulle qui est alors secrétaire d'État, sous-secrétaire d'État à la guerre dans le gouvernement de Paul Reynaud, va défendre ce plan. C'est-à-dire que là aussi, on voit que le pragmatisme et la considération pour les circonstances. De Gaulle, on l'a vu, ne jure que par la grandeur de la France, que par la souveraineté nationale. Mais en 1940, en juin 40, quand la France est défaite par le Troisième Reich, l'intérêt supérieur de la nation, l'intérêt supérieur de la France, c'est de survivre, et il est prêt pour cela à conclure un plan d'union avec la Grande-Bretagne qui fusionnerait les deux pays avec un même gouvernement en Grande-Bretagne, avec les mêmes moyens de défense, les mêmes finances. Donc faire disparaître temporairement la France dans une union avec la Grande-Bretagne pour mieux la sauver. Ils vont soumettre ce plan à Reynaud, ça ne va pas se faire, mais Monnet, par la suite, Jean Monnet, lui, va être envoyé aux États-Unis. Enfin, les États-Unis vont le faire venir chez eux, et il va négocier l'envoi de matériel militaire américain. Les États-Unis vont aussi l'envoyer par la suite à Alger, après le débarquement allié en Afrique du Nord, pour travailler aux côtés de Giraud, ce qui là non plus n'était pas un facteur d'apaisement avec De Gaulle. Mais Monnet va voir la nécessité de travailler à l'union des Français. Il va œuvrer avec De Gaulle, va jouer un rôle d'ailleurs dans le Comité français de la libération nationale. Et De Gaulle, d'ailleurs, à la Libération, le nommera à un poste dans un comité pour moderniser le pays. Et par la suite, dans les années 50, Monnet reste sur cette dynamique très, à la fois très européenne et puis avec ses amitiés atlantiques. Il va soutenir tous les projets d'intégration européenne que De Gaulle, lui, qui est alors dans l'opposition, qualifie de chimère. Donc il y a vraiment une divergence qui va s'opérer entre les deux, sur fond de désaccord sur ce que doit être l'Europe, sur son degré d'intégration, et puis certainement sur cette proximité avec les États-Unis qui n'est pas faite pour rassurer De Gaulle. Justement, pour rebondir sur cette chimère dont vous parlez et sur ce que doit être l'Europe. La période d'après-guerre marque une période faste, disons, pour le développement de l'Europe. Et pourtant, De Gaulle voit dans l'élaboration de cette Europe
une manière pour les Américains de s'immiscer dans le continent européen. Est-ce que selon vous, le traité de l'Élysée, donc signé en 1962 entre la France et la RFA, est une manière de créer une nouvelle Europe, une Europe, disons, de la paix, qui viserait à sortir la RFA et plus largement l'Europe de cette influence américaine? Alors, le traité de l'Élysée, c'est 63, je crois, que c'est janvier 63. D'accord. Ouais, je crois. Merci. Mais peu importe, ça ne change pas grand-chose. Ce traité de l'Élysée, son objectif officiel, c'est avant tout de sceller le rapprochement, l'amitié franco-allemande qui s'est manifestée entre Charles de Gaulle et Adenauer. C'est une histoire assez personnelle et de marquer le début d'un travail très étroit de coopération entre les deux pays sur tous les plans culturels, le plan scolaire, le plan économique, le plan politique, en prévoyant des rendez-vous réguliers entre les deux gouvernements. Donc ça, c'est vraiment l'objectif initial du traité de l'Élysée. Mais, comme dans tout acte diplomatique, il va de soi qu'il y a d'autres dimensions qui sont sous-jacentes ou même, sous-entendues par ce traité de l'Élysée, et notamment le fait que De Gaulle veut une Europe européenne. Il veut que l'Europe assume sa dimension européenne et par conséquent qu'elle se détache du bloc atlantique, puisque l'Europe de la CEE n'est pas attachée directement, n'est pas attachée au bloc soviétique. Donc là, c'est vraiment le bloc atlantique qui est en question. Et pour cela, il va s'opposer à l'entrée de la Grande-Bretagne dans la CEE. Et en effet, il va beaucoup travailler cette relation avec l'Allemagne parce que c'est une pierre dans le jardin des Américains. L'Allemagne de l'Ouest est un des pays les plus accueillants et les plus attachés à l'influence américaine pour des questions historiques, pour des questions de défense également. C'est le pays aussi qui est le plus proche et qui est même coupé en deux, qui a une frontière en lui-même qui est celle du rideau de fer. Donc le soutien des Américains est fondamental pour les Allemands. Et en essayant de renforcer cet axe franco-allemand, sans doute De Gaulle espère-t-il, d'une manière indirecte, affaiblir ou rendre moins nécessaire cet attachement de l'Allemagne aux États-Unis. Alors, on peut dire que ça va complètement échouer. Adenauer quitte le pouvoir en 63 et ses successeurs seront beaucoup moins européens que lui et encore plus attachés sans doute aux États-Unis. Est-ce que pour De Gaulle, justement, ce soutien nécessaire capital des États-Unis vis-à-vis de l'Allemagne de l'Ouest fera que l'Allemagne de l'Ouest soit le cheval de Troie, disons, de l'Europe selon De Gaulle? Alors, peut-être qu'il le ressent comme ça, peut-être qu'il se méfie de ce qui pourrait arriver. Là, comme dans d'autres domaines, De Gaulle est un partisan de la realpolitik, c'est un réaliste. Il ne se fait pas d'illusions. Au moment d'ailleurs où il invite Adenauer le 14 septembre 58 à la Boisserie pour sceller ce pacte franco-allemand, cette amitié franco-allemande, c'est le moment qu'il choisit de manière concomitante pour proposer un directoire à 3 de l'OTAN aux États-Unis, sans en parler à Konrad Adenauer. Donc on voit que, bien sûr, l'axe franco-allemand est important, mais que c'est avant tout un chef d'État et qu'il est prêt à étudier plusieurs solutions pour ce qui lui semble être l'intérêt de son pays. Donc le réalisme est important. De Gaulle est convaincu qu'il y a ce bloc continental ouest européen qui est solide. Il trouve dans l'Allemagne un partenaire de choix parce que d'abord on connaît toutes les guerres, toutes les tentatives de paix, mais aussi à l'époque l'Allemagne est forte économiquement, donc ça c'est quelque chose d'important. Mais sur un plan diplomatique, sur un plan symbolique, elle reste marquée par le poids, par l'ombre de la Seconde Guerre mondiale. Et la France peut, dans cette alliance, lui apporter une forme de repentir ou d'accès à au monde diplomatique sans justement cette ombre. Sans doute qu'il espère donc faire se relâcher un peu les liens de l'Allemagne avec les États-Unis.
Et en même temps, il va avoir une politique vis-à-vis de l'URSS qui va irriter à plusieurs reprises l'Allemagne, puisqu'il a une politique de dialogue au moins avec l'URSS. Et ça rappelle aux Allemands quand même les bonnes vieilles alliances franco-russes qui visaient à contenir l'Empire allemand dans ses frontières. Donc en fait, sa politique franco-allemande, elle a fonctionné parce que elle répondait à une vision, mais surtout elle a coïncidé avec la présence au pouvoir du chancelier Adenauer, avec lequel il avait quand même de grandes accointances générationnelles, culturelles, religieuses, et je pense que ça a marché grâce à ça, et qu'il sera déçu par la suite après le départ d'Adenauer. Alors, pour la fin de cet entretien, j'aimerais discuter de ce que je perçois en tout cas comme une contradiction, mais une contradiction qui se justifie par des intérêts. C'est lorsque De Gaulle permet l'indépendance de l'Algérie. Et pourtant, quand on regarde au global la politique étrangère sous le général de Gaulle, et notamment de son homme de main en Afrique, Jacques Foccart, on peut douter de la volonté réelle du général de Gaulle d'offrir l'indépendance aux pays qui sont sous le giron français. Donc, est-ce que, en fait, lorsqu'il y a encore intérêt à la France à garder certains pays, les questions d'indépendance sont oubliées? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que d'abord, De Gaulle est convaincu que la marche de l'histoire, que le destin, la destinée des peuples est d'aller vers l'indépendance. Bon, il l'a montré au moment de la guerre d'Algérie, où c'était sans doute le cas le plus compliqué. Mais il aurait préféré une autre solution que les indépendances. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 1958, dans la Constitution de 58, il est question de créer une communauté de la France avec les anciennes colonies africaines et malgaches, qui auraient donc un statut un peu hybride, mais qui permettrait de les conserver officiellement, constitutionnellement à la France, tout en leur donnant une forme d'autodétermination et de capacité à gérer leurs affaires intérieures. Un petit peu comme on pourrait le voir dans le Commonwealth. Voilà, donc il avait envisagé cette solution et les peuples africains devaient se prononcer ensuite pour rester dans la communauté ou acquérir leur indépendance. Et je pense qu'il a été très déçu de constater qu'en 1960, les pays d'Afrique ont préféré choisir cette indépendance. Et en effet, De Gaulle a travaillé pour essayer de maintenir des liens. Il était très attaché à ces pays d'Afrique. Alors, vous allez me dire, bien sûr, pour des raisons d'intérêt politique, stratégique, mais pas seulement. Il ne faut pas négliger tout le passé, encore une fois, de la Seconde Guerre mondiale, où l'Afrique a accueilli véritablement la capitale de la France libre, à Brazzaville, dès l'octobre 1940, où les premiers territoires ralliés à De Gaulle ont été des territoires africains, avec le Tchad, etc. Donc pour lui, c'est quelque chose d'important. Les Africains, les tirailleurs sénégalais ont représenté une part importante des troupes françaises au moment de la libération du pays. Donc il est attaché à ça. Et après les indépendances, il va essayer de maintenir un lien en créant notamment deux institutions. D'une part, un secrétariat général pour les affaires africaines et malgaches, dont le fameux Jacques Foccart est en effet le responsable. Alors vous dites homme de main, je trouve que le mot est un peu comment dire, pas tout à fait exact, parce qu'homme de main, c'est celui qui fait les bases œuvres généralement. Mais en revanche, son rôle, et d'ailleurs pas seulement sous De Gaulle, mais par la suite à la tête de ce qu'on a coutume d'appeler la France-Afrique, a été tout à fait considérable. C'est un homme clé de ce système de relations. Et puis De Gaulle crée par ailleurs un ministère de la coopération, ce qui montre bien à quel point il veut que dans ces pays qui sont francophones, qui ont un passé commun avec la France, qui ont versé du sang pour la France, qui font partie de la zone franc, on maintienne des liens culturels, des liens militaires, des liens économiques. Et ce ministère de la coopération, qui est un ministère indépendant, en 1966,
est rattaché au ministère des Affaires étrangères, ce qui est un signal qui montre que désormais ces pays anciennement français sont définitivement indépendants et on les traite comme des pays souverains, comme n'importe quel autre pays dans le monde, par le biais des affaires étrangères. Est-ce que c'est pas un maquillage visant quelque part à calmer les velléités des peuples africains de réclamer l'indépendance, en disant justement voilà, nous mettons en place des systèmes de coopération, mais des systèmes de coopération qui ne sont finalement peut-être que par le nom et qui finalement permettent toujours de perpétuer cette domination française. Alors là, après, tout est question d'interprétation. Le système de coopération tel qu'il a été mis en place a pu être qualifié de néocolonialisme, mais il a représenté très certainement pour De Gaulle le moyen de préserver un certain nombre d'intérêts, ça c'est indéniable. Mais on peut pas exclure la volonté de la France de continuer d'aider ces pays. La seule chose, c'est que ça semble être quand même une coopération dans un seul sens. Donc, c'est vrai qu'elle a été l'objet de critiques. Elle apparaît aujourd'hui comme plus restreinte, puisque d'autres États, d'autres puissances se sont emparés de l'Afrique. Et je dois dire que lorsqu'on compare ce qui se passe aujourd'hui en Afrique et ce qui se passe dans les années 60 avec cette politique de coopération menée par la France, je suis pas sûre que l'Afrique ait gagné au change, puisque désormais, c'est très clair, un pays comme la Chine, lorsqu'il investit en Afrique, ça n'est pas du tout dans un esprit de coopération, ni d'ailleurs dans un esprit néocolonialiste, ça n'a rien à voir avec ça, c'est un objectif uniquement économique, pour des gains financiers et au détriment de l'intérêt des travailleurs, de l'intérêt des populations, de la culture vivrière, etc. Donc malheureusement, l'Afrique est tombée, est passée d'une forme d'indépendance sous perfusion peut-être pendant un certain temps à une forme de nouvelle soumission, d'une nouvelle utilisation qui pour le coup n'est pas du tout intéressante pour elle. Merci une nouvelle fois pour d'avoir accepté notre invitation. Avant de vous laisser, j'ai une dernière question. Quel sujet ou thème serait pour vous intéressant à traiter pour notre média? Que ce soit un sujet historique, un sujet sociologique, philosophique. Est-ce que vous avez un sujet, un thème, quelque chose qui vous intéresserait vous et que vous trouveriez intéressant à traiter compte tenu peut-être de l'actualité ou je ne sais quoi? Je suis intéressée par plein de thèmes. Là, je lisais récemment un article sur le métaverse. Vous savez ce que c'est, vous, le métaverse? Voilà. Alors ça, moi, j'aimerais bien que quelqu'un m'explique très clairement ce que c'est parce que j'y comprends pas grand-chose et ça m'a l'air d'être l'avenir du numérique. Et on voit toutes les grandes firmes comme Facebook qui s'intéressent et qui investissent de manière très importante là-dedans. Et je me dis que là, il y a une tendance qui aurait certainement intéressé le général de Gaulle, qui était toujours à l'affût des nouveautés économiques. Voilà. Une fois, merci de vous être rendu disponible.